Excellent, allons-y avec la solution de cet exercice. Donc, on a tout en main ici. On a déduit que la position du premier minimum était de 4 mm parce que c'était la moitié de la largeur du pic central qui était de 8 mm. Et ça, c'était en fait vraiment la clé du problème. À partir de là, on peut juste appliquer l'équation des minimums de diffraction. Ici, j'ai utilisé l'approximation des petits angles. Donc, j'ai remplacé sin par θ directement en rad. Et ensuite, l'autre clé, c'est d'aller chercher encore l'équation tangente égale y sur L. Cette équation qu'on avait vue dans l'expérience de Young, elle s'applique toujours. Et encore une fois, je peux remplacer la tangente par θ vu que c'est un petit angle. Et là, je vais remplacer y sur L dans ici. Ça va donner ceci. Et quand on fait le calcul, 0,273 mm pour la largeur de la fente. OK. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'ouverture est circulaire? Donc, ce qu'on vient de voir précédemment, c'est lorsqu'on a une fente rectangulaire, une petite fente de forme rectangulaire. Maintenant, si l'ouverture est de forme circulaire, par exemple, dans une pupille humaine, c'est une ouverture circulaire. Ou par exemple, l'objectif d'un télescope, c'est une ouverture circulaire. Alors, comment se fait la diffraction lorsqu'on a une ouverture circulaire à la place d'une ouverture rectangulaire? C'est la question que je vous pose. Alors, ce que ça va donner, en fait, comme figure de diffraction, c'est représenté sur la figure en bas. Donc, vous allez encore avoir un maximum central très fort et très large. Et ensuite, vous allez avoir, vous voyez, un anneau. L'anneau ici obscur, c'est notre premier minimum de diffraction. Donc, je l'ai pointé ici avec la flèche. Donc, tout l'anneau foncé ici, c'est notre premier minimum de diffraction. Encore une fois, ça va être un peu la même chose que précédemment. L'explication de ça, c'est toujours que les ondes qui vont rentrer à l'intérieur de l'anneau vont comme s'annuler en partie une avec l'autre lorsqu'ils vont être vis-à-vis cet endroit-ci par interférence destructive. Ensuite de ça, on a un deuxième anneau ici où on va avoir encore une fois, dans le fond, un minimum secondaire. Et ensuite, on va avoir un autre minimum secondaire. Donc, la différence, c'est que cette fois-ci, tout va être comme circulaire. Donc, tous les maximums et les minimums sont circulaires. Puisqu'évidemment, ici, il y a une symétrie circulaire dans le système. Autrement dit, c'est normal que vu que l'ouverture est circulaire, ça n'aurait pas de sens qu'il y aurait comme une ligne dans un sens précis, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait un axe privilégié. Il y aurait comme un axe qui est spécial par rapport aux autres. Mais c'est pas le cas. L'ouverture est circulaire, donc il n'y a aucun axe qui est privilégié par rapport aux autres. Il n'y a aucun axe qui est comme différent des autres, finalement. L'axe horizontal, c'est la même chose que l'axe vertical ou qu'un axe oblique dans une situation d'un cercle. Donc, c'est logique que notre figure de diffraction ait une symétrie circulaire. On peut démontrer que le premier minimum va se produire lorsqu'on va avoir d sin θ égale à 1,22 longueur d'onde. Pour faire une analogie avec ce qu'on a vu précédemment avec les fentes rectangulaires, on a dit que on a un minimum lorsque la différence de marche, qui est égale à A sin θ, la différence de marche toujours égale à A sin θ, dans le cas d'une ouverture rectangulaire, est égale à m lambda. Ça, c'est ce qui va donner des minimums pour une fente rectangulaire. Maintenant, si on parle du premier minimum, ça veut dire m égale 1, ça donnerait A sin θ est égal à lambda. Alors, si on regardez le lien entre ces deux équations, donc c'est analogue. Donc, c'est juste que tout à l'heure, on parlait de la largeur d'une fente rectangulaire A. Là, maintenant, on parle D, c'est le diamètre de l'ouverture circulaire. C'est quand même logique. Donc, dans le fond, c'est la taille de l'ouverture. Fait que ici, la taille de l'ouverture, c'est la largeur de la fente rectangulaire. Ici, la taille de l'ouverture, c'est le diamètre de l'ouverture circulaire. C'est quand même logique qu'on remplace le A par D. Ensuite, sin θ, c'est la même chose. Ensuite, ici, de l'autre côté de l'équation, dans le cas d'une fente rectangulaire, on a juste lambda, 1 fois lambda. Et ici, on a 1,22 fois lambda. Fait que là, vous allez vous dire, d'où vient ce facteur 1,22? Pourquoi ça fait pas comme les fentes rectangulaires, puis ça faisait premier minimum 1 fois lambda? Malheureusement, la démonstration de ce facteur 1,22 dépasse le cadre de notre cours. Puis ça prend des outils mathématiques
qui dépasse aussi le cadre de notre cours. Donc, autrement dit, on ne fera pas la démonstration de ça, mais c'est juste pour vous, c'est juste que vous compreniez que finalement l'équation est analogue à ce qu'on avait avec une fente rectangulaire, c'est juste qu'il se rajoute un facteur 1.22 lorsqu'on va chercher la position du premier minimum. En passant ici, ce que je vous ai montré, c'est comme une représentation schématique. En fait, c'est comme une simulation à l'ordinateur d'une figure de diffraction créée par une ouverture circulaire. Maintenant, je vais vous en montrer une vraie. Donc, ceci est une réelle photographie d'une figure de diffraction créée par une ouverture circulaire. Donc, pour obtenir ça, cette magnifique image, tout ce qu'il faut faire, c'est envoyer un laser, ici on voit c'est un laser rouge, au travers d'un trou circulaire, tout simplement. Donc, simplement en envoyant un laser au travers d'un trou circulaire, on peut obtenir cette figure. Mais en fait, ici, je vois que la figure est tellement intense que, en fait, ça doit sûrement être un paquet d'ouvertures circulaires, un ensemble de petites ouvertures circulaires. Mais en fait, ça donne le même résultat que s'il y avait une seule ouverture circulaire, c'est juste que l'intensité va être comme accentuée, là. Donc, c'est probablement ça ici qui a été représenté. Mais ceci, c'est vraiment une figure, c'est ça la figure de diffraction créée par une ouverture circulaire. C'est quand même magnifiquement beau, là. On peut pas dire le contraire, là. C'est vraiment, c'est fou, là. On fait juste passer un laser à travers un trou circulaire puis ça donne ça. C'est incroyable. On s'attendrait à avoir juste un point de lumière vis-à-vis le trou. Non. Ça donne un ensemble infini d'anneaux comme ça. Ben, pas infini, là, mais un ensemble d'anneaux de plus en plus faibles. C'est vraiment magnifique et incroyable. Maintenant, on va faire le lien avec le pouvoir de résolution d'un système optique. Faisons d'abord une petite expérience. Combien de noirs voyez-vous si bas? Donc ici, vous voyez combien de points noirs? J'imagine que vous allez me dire 2. Bonne réponse. Maintenant, éloignez-vous le plus loin possible de votre écran. OK? Donc, le plus loin possible. Donc, mettez si c'est votre ordinateur, éloignez-vous le plus loin possible dans la pièce, ou si c'est votre téléphone, votre tablette, mettez-la, éloignez-vous le plus loin possible. Et combien de points discernez-vous lorsque vous êtes loin? Donc, faites pause, faites l'expérience. Alors, combien de points vous observez quand vous êtes loin? Si vous êtes suffisamment loin et que votre écran n'est pas gigantesque, j'imagine que vous avez répondu 1. À un certain moment, on ne peut plus discerner le fait qu'il y a 2 points. Vous êtes d'accord avec moi? À un certain moment, on voit juste 1 point. Pourquoi? Parce que notre vision n'est pas... on a une limite là, dans la résolution de notre vision. Fait qu'à un moment donné, les 2 points vont comme s'amalgamer ensemble, puis on va juste voir une petite tache noire, puis on peut pas vraiment dire qu'il y a 2 points séparés. Alors, vous pourriez continuer l'expérience, puis juste vous reculer progressivement de votre écran et regarder jusqu'à quel endroit est-ce qu'on peut affirmer avec certitude qu'il y a 2 points? Jusqu'à quel endroit on peut affirmer avec certitude qu'il y a 2 points? Donc, faites l'expérience, je vous attends. Rééloignez-vous progressivement, puis essayez de juger jusqu'à quel endroit est-ce que vous pouvez dire avec certitude il y a 2 points. Cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle, c'est l'endroit où votre vision est à sa limite de résolution. Okay, ça, c'est vraiment important. Donc, vous êtes à la limite de la résolution de ces 2 points-là. Résoudre les 2 points, autrement dit, c'est être capable de voir qu'il y en a 2. C'est être capable de voir que c'est 2 points différents. Alors, au moment où ce que vous voyez comme presque un seul point, votre vision est à sa limite de résolution pour ces 2 points-là. Alors, on va parler de ça. La limite de résolution, on va la définir par rapport à ce qu'on appelle le critère de Rayleigh, qui a été énoncé pour la première fois par Lord Rayleigh. Soit 2 sources ponctuelles qui sont représentées ici par les 2 petites étoiles en rouge. Donc ça, c'est 2 petites sources ponctuelles de lumière. Et on a ici une petite ouverture qui est de forme circulaire. Faites attention. Donc ici, c'est pas une forme rectangulaire, c'est vraiment une forme circulaire. Donc c'est par exemple une pupille, par exemple. Donc, ce qui se produit, c'est que chaque petite source de lumière, en passant, quand la lumière, mettons, de cette source-là va passer au travers de la pupille, qu'est-ce qui va se passer? Ici, mettons que ça pourrait être par exemple la rétine, ou l'écran en général ici. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va donner lieu à une figure de diffraction. Donc, cette petite lumière ici ne va pas donner sur l'écran juste un petit point de lumière et c'est tout. On pourrait s'attendre à ça. Si on passerait éternellement notre vie en optique géométrique, c'est ça qu'on dirait. On dirait la petite source de lumière ici, c'est la lumière se propage dans la ligne droite, paf, ici on a l'image qui va se produire et il ne va rien avoir à part à ce point-ci. Même chose
pour cette petite source de lumière ici. La lumière se propage en ligne droite. Paf, on a une petite image qui va se produire ici et on n'a rien d'autre. Tant aussi longtemps qu'on se limite à l'optique géométrique, on est dans cette optique. On pense comme ça. Mais là, nous autres, on va plus loin que ça. On sait que quand la lumière, elle arrive, quand la lumière, elle passe au travers d'une ouverture circulaire, à cause de sa nature ondulatoire, à cause que la lumière exhibe un comportement ondulatoire, elle va interférer et ça va donner à de la diffraction et ça va faire en sorte que, mettons, la petite source de lumière ici, elle ne va pas juste faire un petit point de lumière ici sur l'écran, mais elle va bel et bien faire toute une figure de diffraction sur l'écran. Même chose, cette petite source-là, elle ne va pas juste faire un point de lumière ici, mais elle va faire toute une figure de diffraction qui va être centrée autour de ce point-là, autour du point image où on s'attendrait que l'image se produise. Donc, autrement dit, on s'attendrait à ce que l'image se produise ici. Alors, ça va faire une figure de diffraction qui va être centrée autour de ce point. Alors, finalement, ça, c'est vraiment fondamental ce que je suis en train de dire, c'est que, dans le fond, l'image d'un point n'est jamais un point. Dans un système optique réel, c'est-à-dire un système optique qui n'est pas infiniment grand, dans un système optique réel, l'image d'un point n'est jamais un point. L'image d'un point est une figure de diffraction. C'est vraiment profond, ça, là. L'image d'un point n'est pas un point. L'image d'un point est une figure de diffraction. Donc, à chaque point qui va arriver, chaque point image qui va arriver sur votre rétine, c'est pas des points images qui se forment là, c'est des figures de diffraction. Chaque point, vis-à-vis chaque point d'objet, votre image va être une figure de diffraction. Bon, donc, si on regarde l'image qui va se produire ici, donc regardez, ça c'est ce qu'on capte sur notre écran. Donc ici, dans le fond, on capte une figure de diffraction. Donc si on la regarde ici, ça va avoir l'air de ceci. Si on se rappelle de quoi a l'air une figure de diffraction créée par une ouverture circulaire, c'est ceci. Donc vis-à-vis l'endroit où on s'attendrait d'avoir le premier point image, on s'attendrait à avoir un point image juste au centre ici. Non, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que on va avoir une figure de diffraction qui va être centrée autour de ce point-là. Donc, on va avoir ceci pour chacun des deux points. Donc, pour le point du haut, on a celui-là. Pour le point du bas, on a celui-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va diminuer l'angle entre les deux points images. Donc, autrement dit, on va diminuer l'angle θ qui est représenté ici. On diminue cet angle-là. On les rapproche. On rapproche les deux étoiles. Donc, à la place d'être ici, mettons, les deux étoiles, ils sont comme ça. Vous me suivez? On les rapproche. Donc, ça fait en sorte que l'angle θ ici, l'angle θ qui distance les deux images va être plus petit, comme ceci. Okay? Donc, l'angle θ est de plus en plus petit. Donc, ça fait en sorte que sur notre écran, on voit les images plus rapprochées. Toujours, là, on continue. On les rapproche encore plus. Donc, on va les voir plus proches sur l'écran. On les rapproche encore plus ici. Donc, ici, comprenez, ça, c'est l'objet. C'est les objets, dans le fond. Ces points lumineux-là, c'est les objets. Alors, on les rapproche. Donc, les images se rapprochent. Se rapprochent, se rapprochent. On continue de rapprocher les objets. Ils se rapprochent. Oups. Là, ici, on est à la limite de la résolution. Parce que si on les rapproche encore plus, voyez où est-ce qu'on arrive ici? Ici, on voit un seul point. Donc, à ce moment-là, quand on est rendu ici, les points objets sont trop proches pour pouvoir les distinguer. Donc, ici, on ne peut pas distinguer les points objets quand on est rendu ici. Ils sont rendus confondus. Les images se confondent l'une sur l'autre. Et on rapproche encore plus. On arrive ici, alors là, c'est encore plus confondu, c'est totalement confondu. On peut absolument pas voir qu'il y a deux objets quand ils sont rendus aussi proches que ça, parce qu'on voit juste un point image. On voit une espèce de gros point lumineux. On peut pas savoir qu'il y a deux objets quand on est dans cette situation-là. Puis même quand on est dans la situation ici, on peut pas le voir. La dernière situation où on peut voir qu'il y a deux objets, c'est ici. Et c'est ça qu'on appelle le critère de Rayleigh. Ça, c'est la limite de résolution de notre système. Donc, selon le critère de Rayleigh, deux images sont tout juste séparées. Donc, on peut les distinguer, autrement dit. On peut les résoudre, ce qui veut dire la même chose. Donc, les images sont résolues. On peut les séparer. Elles sont séparées sur l'image. On peut les distinguer. Lorsque le maximum central de l'une coïncide avec le premier minimum de l'autre. Alors ça, c'est vraiment, vraiment important, le critère de Rayleigh. Donc, regardez ici. Nos images sont bien séparées. Ici, elles sont rendues tout juste séparées. Alors, c'est ce point-ci qu'on appelle le critère de Rayleigh. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, dans le fond, le premier minimum, rappelez-vous, c'est l'anneau noir qui est autour. Donc, si je trace les deux
les deux points images séparément. Regardez, je vais tracer le contour de celui du haut. Bon, plus ou moins réussi, là. Je vais réessayer. OK, donc j'ai tracé ici en gris le contour approximativement là, du point qui est en haut. OK? Donc j'ai tracé comme son contour, comme si je le tracerais ici, là, là, comme ça. Alors, je l'ai tracé quand il est ici dans la position critique. Ceci, là, c'est vraiment important. Ça, c'est la position critique. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Regardez le contour, c'est-à-dire l'endroit où quand je dis le contour, dans le fond, c'est la zone qui est en noir. Dans le fond, j'encercle la zone qui est en noir. Donc, on se rappelle, la zone qui est en noir, c'est le premier minimum, dans le fond, du point image. Donc, ça, on se rappelle ici, regardez, le contour en noir, c'est le premier minimum. Regardez, c'est le premier minimum du point image. Le premier cercle noir qui entoure le point brillant. Ça, c'est le premier minimum. Fait que c'est ça que j'ai encerclé ici pour le point. J'ai encerclé son premier minimum. C'est le contour du point. Voyez-vous une chose? C'est que quand on est au critère de Rayleigh, quand on est à la limite de résolution, le contour ici, il arrive, voyez-vous, vis-à-vis le centre du point du bas. C'est ça l'affaire, c'est qu'ici, donc je vais tracer le point en rouge. Ici, là, à ce point-là, le contour du point du haut arrive vis-à-vis le centre du point du bas. Et c'est ça le critère de Rayleigh. C'est ça, selon Rayleigh, selon le critère de Rayleigh, cette situation-ci, c'est ça la limite qu'on peut utiliser pour résoudre deux points. Autrement dit, pour être sûr qu'il y a encore deux points. Donc ici, c'est comme la distance la plus proche entre ces deux points-là pour qu'on puisse affirmer avec certitude que c'est effectivement deux points. Donc, quand le contour de celui du haut passe vis-à-vis le centre de celui du bas. Et inversement, le contour de celui du haut, le contour de celui du bas passe vis-à-vis le centre de celui du haut. OK? Alors, c'est ça le critère de Rayleigh. Autrement dit, quand je dis le contour, ça veut dire le premier anneau noir qui l'entoure, donc son premier minimum. Donc, autrement dit, le premier minimum mettons, du point du haut coïncide avec le centre du point du bas, donc avec son maximum central. Donc, le premier minimum du point du haut coïncide avec le maximum central. Le premier minimum du point du haut, c'est celui-là, coïncide avec le maximum central du point du bas, qui est son centre, le centre du point lumineux ici. Alors, c'est ça qui est le critère de Rayleigh. Alors, si on le met mathématiquement, ça va faire en sorte que... Ah oui, juste avant, ici, je voulais le montrer avec la figure de ce qui est réellement observé sur l'écran, mais on peut le comprendre aussi bien grâce à une figure ici de ce qui se passe en termes des graphiques des intensités là, sur l'écran. Donc, regardez ici. Ça ici, maintenant, la situation qui est représentée ici, c'est le cas limite. Donc, le cas où les points sont tout juste distinguables. Donc, l'angle est le plus petit possible pour qu'on puisse les distinguer. Alors, regardez ce qui se passe. Alors, le point ici à gauche, il va créer cette image-là. Et regardez, son maximum, il est là. Et vis-à-vis son maximum, qu'est-ce qu'on a? On a le minimum du point image qui est juste à gauche. Donc, ce point image-là ici, son premier minimum se produit là. Et c'est exactement au même endroit qu'on a le maximum du point adjacent. Et inversement, le minimum du point de ce pic-là est là, c'est-à-dire vis-à-vis le maximum ici. Donc, ça, c'est le critère de Rayleigh. Alors, ce qu'il faut comprendre mathématiquement ici, c'est que l'angle que vous avez entre vos deux images, c'est égal à l'angle qu'il y a entre le maximum central. Voyez-vous, le maximum central, il est là. Et le premier minimum de l'image. Mettons, oubliez celle de droite, là. Donc, oubliez celle-ci, là. Regardez simplement l'image de gauche. Donc, voyez-vous que l'angle entre ici, ça c'est le centre, et ici, ça c'est son premier minimum. Donc, autrement dit, l'angle qui est là, c'est l'angle entre le centre et le premier minimum de l'image de droite. Donc, autrement dit, on peut utiliser notre équation qu'on a trouvée. On a dit le premier minimum pour une ouverture circulaire va être donné lorsqu'on a d sin θ est égal à 1,22 fois la longueur d'onde. On avait vu ça dans la diapo précédente. Ça, c'est pour l'angle du premier minimum. Mais là, ici, on travaille avec un petit angle, bien sûr. Donc ici, l'angle est très, très, très petit. Donc, on peut utiliser l'approximation des petits angles, remplacer θ, le sin par θ lui-même. Ça fait 1,22 lambda. Et donc, ça veut dire que l'angle du premier minimum, dans le cas où on a un petit angle, si on isole dans cette équation-là, ça va donner
1.22 fois lambda sur d, si j'idole dans l'équation précédente. Très important, θ doit être en rad, puisqu'on a utilisé l'approximation des petits angles. Fait que ça, dans le fond, c'est l'angle auquel va se produire le premier minimum. Alors, dans le fond, c'est l'angle qui est représenté sur le schéma ici, c'est-à-dire l'angle entre le maximum et le premier minimum qui est ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, cet angle-là, c'est égal à l'angle justement minimum qu'on peut avoir entre les deux objets. Donc, autrement dit, c'est donc une démonstration que cet angle-là ici, là, c'est égal à cet angle-là ici. C'est-à-dire l'angle θ égale θ limite ici. Donc, autrement dit, l'angle entre le maximum et le premier minimum d'un point, c'est égal à l'angle minimum qu'on doit avoir entre deux points objets pour qu'on puisse les résoudre. C'est-à-dire pour qu'ils arrivent de sorte que le minimum le minimum du point de gauche arrive vis-à-vis le maximum du point de droite. Donc, on peut en conclure que deux points vont être résolus si l'angle qui les sépare est supérieur à l'angle limite, θ limite, et l'angle limite, ou l'angle critique, est 1.22 fois la longueur d'onde sur le diamètre de l'ouverture. Et cet angle va être donné en rad vu qu'on a utilisé l'approximation des petits angles ici. Donc, c'est un peu abstrait tout ça. Ça prend de la réflexion, j'en conviens. Donc, prenez le temps, réécoutez la vidéo s'il faut. Ça prend un effort là, pour comprendre ça. Donc, ça, c'est l'angle minimum entre deux objets, entre deux points ponctuels pour pouvoir les résoudre, pour pouvoir les distinguer sur l'image, selon le critère de Rayleigh. Donc, le critère de Rayleigh est le facteur limitant le pouvoir de résolution d'un système optique, c'est-à-dire qu'il limite la petitesse des détails qu'un système optique peut définir de façon nette. L'exemple suivant illustre cela. Donc, on a un satellite espion, ici, qui est en orbite à une altitude de 250 km et doté d'un télescope de 70 cm de diamètre. Donc, ça, c'est votre ouverture, D. Quelle est la plus petite distance qui doit séparer deux objets à la surface de la Terre pour qu'ils soient tout juste séparés lorsqu'on les observe à partir du satellite espion? Donc, quelle doit être la distance entre deux points sur Terre pour qu'on puisse les résoudre, pour qu'on puisse voir sur l'image qui est obtenue par le satellite que ces deux points-là sont séparés? Donc, autrement dit, ça va nous permettre de savoir c'est quoi la capacité, le pouvoir de résolution de l'appareil photo ou du télescope qui est embarqué dans le satellite. La longueur d'onde observée est jaune à 580 nanomètres. Donc ici, pour simplifier les choses, on va considérer que le satellite observe une seule longueur d'onde. D'ailleurs, ça pourrait être le cas. Une façon concrète de le faire, ce serait simplement de mettre devant l'ouverture du télescope, on aurait juste à mettre un fil. Fait qu'on pourrait mettre un fil qui capte et qui laisse passer seulement les longueurs d'onde proches de 580 nanomètres. Donc, autrement dit, un fil jaune qui laisse passer seulement le jaune. Donc, les longueurs d'onde proches de 580 nanomètres. De cette façon-là, ça permettrait possiblement d'avoir des images plus précises. Donc, on s'affranchirait, par exemple, des aberrations chromatiques dont on a vu dans le chapitre 2, là, aberrations chromatiques qui vont affecter la qualité de l'image, en ayant seulement une seule couleur. Et en B, que pourrait-on faire pour augmenter la précision de ce satellite? Donc, je vais vous laisser l'essayer, cet exercice. Alors, je vais vous guider un peu pour vous aider. Donc, commencez par aller utiliser le critère de Rayleigh pour aller chercher c'est quoi le plus petit angle possible que le télescope peut résoudre. Puis après ça, essayez de traduire cet angle-là en une distance, en sachant que le satellite est à 250 km d'altitude. Alors, admettons que je donne un chiffre fictif, admettons que vous trouvez un angle de résolution de 1 degré, mettons. Ben, cet angle de 1 degré-là, pour le télescope, il correspond à quelle distance entre deux points qui sont sur Terre 250 km plus bas? Donc, je pense que je vous ai donné des indices importants là, pour que vous soyez capable de le réaliser. Et aussi, vous répondrez au B, que peut-on faire pour augmenter la précision? Donc, comment on pourrait augmenter la résolution du satellite espion? Je veux que vous me disiez au moins deux façons de le faire. Au moins deux façons qu'on peut faire pour augmenter la précision, la résolution du système optique.